Je suis fascinée par la capacité des jeux vidéo à utiliser des éléments de notre quotidien pour en faire des histoires et des gameplays riches. Les jeux vidéo apportent une dimension créative à la réalité et la subliment. Et parmi ces éléments du quotidien, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des rôles de la nourriture et des boissons dans les jeux vidéo, en m'appuyant sur des exemples comme Spiritfarer, les Sims, The Long Dark et d'autres titres. Le sujet étant très vaste, la liste ne pourra pas être exhaustive, mais vous pouvez utiliser l'espace des commentaires pour ajouter vos jeux préférés. La nourriture et les boissons peuvent être cruciales pour le gameplay. Dans The Long Dark, un jeu de survie avec une atmosphère envoûtante, le manque d'eau et de nourriture peuvent causer la mort de votre personnage. Il est donc indispensable de surveiller vos barres de faim et de soif. Mais trouver les ressources peut s'avérer difficile, car vous êtes plongé dans un environnement qui peut se montrer hostile en raison de la météo et des prédateurs. Cela peut provoquer de la peur, du stress car vous ne souhaitez pas que votre personnage meure, mais c'est aussi une source de motivation pour explorer le monde à la recherche de ressources. Cela vous pousse à réfléchir à des stratégies efficientes pour satisfaire votre faim et votre soif. Le jeu ajoute une difficulté supplémentaire car la majorité des ressources se dégradent avec le temps, ce qui vous incite à comprendre comment les conserver au mieux, et quand vous avez optimisé votre processus, la peur peut enfin se transformer en une réconfortante et satisfaisante victoire. Cette mécanique autour de la gestion des ressources entre en synergie avec d'autres besoins essentiels à surveiller dans The Long Dark, comme la gestion du froid et de la fatigue. Les plats cuisinés peuvent vous aider à vous réchauffer, certaines boissons vous redonnent de l'énergie et vous aident à guérir de certaines altérations. La gestion de la faim et de la soif est une mécanique commune dans de nombreux jeux de survie. Mais les joueuses et joueurs de The Long Dark pensent que le titre se démarque par son gameplay efficace et épuré, car il aide à se concentrer sur l'essentiel de la survie. Ce gameplay épuré est à l'image des environnements proposés dans The Long Dark, à la fois terrifiants et magnifiques, où le silence et la solitude règnent. Ainsi, The Long Dark met la gestion de la nourriture et des boissons au service d'une vision globale qui permet de faire l'expérience d'une apocalypse brutalement douce. Ce jeu sorti il y a près de 10 ans dispose encore d'une forte communauté et son studio de développement Interland, fort de son succès, a annoncé The Long Dark 2 pour 2026 en accès anticipé. Il y aurait encore plus à dire sur The Long Dark, mais j'aimerais qu'on puisse varier les exemples dans cette vidéo. Un autre jeu très connu qui utilise une barre de faim, c'est les Sims 4. Un jeu qui met en avant la simulation de vie et la création d'histoires. Son niveau de difficulté et son but sont donc bien différents de la raison d'être d'un jeu de survie comme The Long Dark. Les Sims 4 peuvent mettre en scène des situations de danger. La faucheuse notamment peut mettre fin à la vie de votre Sims s'il est affamé. Mais on en arrive rarement là. La nourriture et les boissons ne sont pas des ressources difficiles à trouver. Votre Sims n'a qu'à ouvrir son frigo pour satisfaire son besoin. La difficulté réside surtout dans le fait de gérer tous les aspects liés à la simulation de vie en même temps, comme les souhaits de vos Sims, ses relations, ses objectifs de carrière et ses autres besoins. Ces possibilités autour des repas dans les Sims permettent aussi de s'adapter aux histoires que les joueuses et joueurs souhaitent raconter. Peut-être que vos Sims sont en train d'organiser une fête et qu'ils veulent impressionner leurs convives. Ils se mettent alors à améliorer leurs compétences en cuisine pour faire des repas inédits. Peut-être qu'il s'agit d'un jour pluvieux et que vos Sims restent à la maison avec une tasse de thé ou un café. D'ailleurs, le thé dans les Sims va influencer leur état d'esprit et le café leur redonner de l'énergie. La nourriture et les boissons rendent les quartiers plus vivants et diversifient le gameplay. Ce qui revient au fait de pouvoir personnaliser sa propre histoire. Les stands de nourriture étaient une fonctionnalité importante pour enrichir San Myshuno, le monde qui vient avec l'extension Vie citadine. Un autre exemple est Vie à la campagne, qui permet d'avoir une ferme et de récolter les œufs de ses poules, qui peuvent être ensuite cuisinés. Il existe également d'autres jeux où la cuisine occupe une place encore plus centrale, offrant des possibilités de gameplay amusantes et variées. Overcooked est un exemple très connu. Il s'agit d'un jeu de cuisine coopératif. Les joueuses et joueurs doivent s'organiser pour préparer les plats le plus efficacement possible. Le tout dans des configurations plus ou moins propices à la fluidité des mouvements des personnages. À la fin, vous obtenez votre résultat qui varie en fonction de votre performance. La cuisine est présentée sous une forme ludique et un peu chaotique. Overcooked propose des actions spécifiques comme cuire, couper, bouillir, transporter, servir, le tout sous pression. Il revient aux joueuses et joueurs de se répartir les tâches et de prendre les meilleures décisions possibles. Dans d'autres jeux, bien que les aliments ne soient pas cuisinés, ils jouent un rôle important en raison de leur valeur économique. Dans Dredge, un jeu horrifique de pêche, vous pouvez vendre vos poissons. L'argent que vous récoltez peut vous servir à réparer votre bateau, acheter des objets, etc. Nous l'avons vu précédemment, une mécanique s'inscrit dans un genre, un ton, une vision globale. Elle n'existe pas de façon isolée.
La vente de poissons, donc, n'est pas qu'un outil économique dans Dredge et vient renforcer l'ambiance horrifique du jeu. En effet, les poissons que vous pêchez ont parfois subi des mutations et présentent une apparence terrifiante. Au début du jeu, lorsque je les vendais, je me posais certaines questions. Que c'est vraiment le poissonnier d'une éventuelle malédiction qui frapperait la région? Pourquoi semble-t-il fasciné et terrifié à la fois? Quels effets les poissons mutants ont-ils sur les personnes qui les touchent et les consomment? La vente de ces ressources corrompues par un mal inconnu renforçait le côté mystérieux et inquiétant du jeu. Mais vous êtes rapidement pris par la nécessité de gagner de l'argent, donc vous continuez à pêcher et à vendre ces poissons mutants, ce qui participe à la normalisation de l'horreur. Les questions que vous vous posiez laissent progressivement place au quotidien de la pêche et à une forme d'impuissance aussi, tant les réponses vous dépassent. Comme le poissonnier et les habitants, vous acceptez ce quotidien étrange. Je trouve cela assez brillant d'avoir su articuler la vente de poissons avec le lore du jeu. Un autre jeu qui utilise la nourriture et les boissons pour servir la narration, c'est Spiritfarer. Vous y incarnez Stella et vous aidez les esprits de votre bateau à réaliser leur dernière volonté avant de quitter notre monde. Et chaque esprit a ses préférences. Vous préparez les repas dans la cuisine et chaque recette est enregistrée dans votre livre pour les réaliser plus facilement dans le futur. Quand vous donnez aux esprits leur nourriture et leurs boissons favorites, cela renforce vos liens. Lorsqu'ils sont de bonne humeur, ils réalisent des tâches sur le bateau pour vous aider ou vous donnent des cadeaux comme des matériaux. Cela vous permet également de débloquer différents trophées dans le jeu liés au bonheur de vos passagers ou à votre livre de recettes. La nourriture et les boissons sont utilisées pour renforcer la mission de Stella qui accompagne ses passagers avec douceur. Si vous voulez en savoir plus sur le message de Spiritfarer, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la question. Dans Undertale, c'est l'humour qui est mis à l'honneur. La nourriture est mise en scène de façon loufoque, en accord avec le ton général du jeu. Par exemple, Papyrus raconte qu'il adore cuisiner des pâtes, mais on comprend très vite qu'elles ne sont pas très bonnes. Mais il est paradoxalement très fier de lui et ne s'en rend absolument pas compte. Cela lui donne un côté décalé, rigolo et inoffensif. Sa recette de pâtes est mémorable, non pas parce qu'elle est réussie, mais parce qu'elle permet de comprendre la personnalité de Papyrus et de s'attacher à lui. Dans Venba, la cuisine a une symbolique plus émotionnelle en racontant à travers elle l'histoire d'une famille indienne qui s'est installée au Canada. Le gameplay se concentre sur le fait de préparer des plats à travers un livre de cuisine ayant subi le passage du temps où certaines lignes sont effacées. La cuisine illustre l'amour qu'une mère porte à son fils et l'héritage qu'elle souhaite lui transmettre. Les plats concoctés permettent de suivre différentes étapes de la vie, comme le départ du foyer familial ou la célébration d'un anniversaire par exemple. Ils viennent appuyer le texte et même dire ce que les mots ne disent pas. Venba joue sur notre corde sensible et nos souvenirs émotionnels liés au repas, en proposant un récit nostalgique et très actuel à la fois. J'aimerais terminer en parlant du remake de Final Fantasy VII auquel je suis en train de jouer. Je suis fascinée par la beauté de ce jeu et son ambiance. Cela me donne l'impression que le studio de développement est attentif aux détails et à l'esthétique du jeu. J'adore la couleur vibrante de la boisson de Cloud ou encore ses brochettes qui ont l'air absolument délicieuses. Le stand de nourriture n'est peut-être pas au centre de ma quête principale, mais il m'aide à me sentir immergée dans l'univers du jeu et je pourrais presque sentir l'odeur des repas fraîchement préparés et imaginer la vie des habitants. Cela permet de créer une empathie envers ce monde qu'Avalanche essaye de sauver et d'humaniser leur mission. Il reste évidemment encore beaucoup à dire sur la nourriture et les boissons dans les jeux, mais c'est impossible de tout citer dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vision globale et n'hésitez pas à me partager vos meilleurs souvenirs dans les commentaires par rapport à la nourriture et aux boissons dans les jeux. Si vous souhaitez voir plus de vidéos, je vous propose d'autres contenus d'analyse et des documentaires sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci et très belle journée à vous.